On est deux gars, pas en tech, puis on a personne dans l'actionnariat, puis tout est fait à l'externe. Ça devient extrêmement risqué du jour au lendemain que cette Ouais. agence-là, je sais pas, moi, il y a un bug ou ça ferme, no matter what, ben notre produit, on est mort, l'entreprise est morte. I guess you pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi right, j'suis premier en douter top. What's up folks, c'est François Antinado, bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres, pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Merci à tous ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop 2 épisodes semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 200 startups. Vous pouvez maintenant aussi modifier le profil existant, il y a un bouton mauve pour ça. Le dernier événement Ça se passe était à Montréal dans les bureaux de Workleap. On était sold out à 100 billets, on n'en revient encore pas, merci. La vidéo puis l'audio sortent dans les 2-3 prochaines semaines. Le prochain événement Ça se passe aura lieu jeudi, le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur, j'ai vraiment hâte. Les billets sont dispo sur Eventbrite, bannière de notre site, en show notes. Ok, job du mois, ça se passe. Pour septembre, la job du mois, ça se passe chez 4Waves, une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Ils sont à la recherche d'une personne en développement web back-end ou full stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place, puis des bons défis produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette startup-là. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/la job du mois sans tiret. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, puis Gabriel Robert, CTO. Ok, segment commandité service SaaS. Pour septembre, le service SaaS en spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données puis à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions produits puis de commercialisation. La team est remplie de monde talentueux, en passant des vrais geeks PhD aux développeurs full stack qui peuvent implémenter des solutions custom. Ils ont une approche no bullshit que j'aime beaucoup, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, font du sens de vos données, puis ils vous proposent des process incrémentaux en s'assurant de vous garder autonome dans tout ça. Il y a aussi pas mal de subventions pour travailler avec des pros dans ce genre-là, donc il y a moyen de pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David Beauchemin, le fondateur, qui est dispo dans les show notes et sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline, aussi sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous, voir s'il y a un fit, puis c'est gratis. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Et regardez l'épisode 41. David a été guest sur le podcast. On a plein d'histoires et d'exemples concrets. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Azaria et Sébastien, co-founders de Propulsion, une app de santé et mieux-être au travail. On discute d'un paquet de trucs dont disrupter un marché avec un produit moins beige, moins gris, starter un SaaS sans avoir de background en tech, mais avec un background sportif, être 2 généralistes à faire rouler une business, utiliser la communauté pour s'aider, être un parent et lancer une business, puis passer à travers un processus d'incubation. Ah, puis on jase aussi un peu du bon vieux hustle and grind culture en entrepreneuriat. Je suis un gros fan des deux gars, très content de les avoir eu sur le pod. Alright, on passe au show, let's go! Azaria, Sébastien, bienvenue sur Ça se passe. Yes, what's up? Comment ça va les gars? Ça va bien toi? En forme, yes? Ouais? Vous avez pas le choix d'être en forme, man, c'est votre job. Ouais, absolument, man. Écoute, parlant de ça, je pense qu'il y a un petit training à faire tantôt. Ah ouais? Certainement. Tu fais-tu des trainings en gym ou dehors? Je dirais pas mal actif tous les jours. Gym, pas tant que ça dernièrement, on dirait qu'il fait trop beau. Fait que je me plais à courir beaucoup ces temps-ci. Ok, sweet. Puis toi, Seb? Ouais, profite de l'extérieur. Je suis plus un gars de vélo que de course, puis j'ai mon petit setup. Vélo de route ou montagne? Les deux. Ouais, Ok. j'essaie de mixer. Évidemment, c'est le temps qui manque des fois, mais Parce que vous êtes deux papas.
Exact. Ouais. On va pouvoir en parler de ça. Fait que, les boys, vous rappelez-vous comment qu'on s'est connus? Moi, j'avais déjà eu vent de toi. T'inquiète, Alright. c'est pas des mauvais commentaires, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on avait un ami commun, là, shout-out à Tom Cazot, qui m'avait parlé de toi. Vous avez déjà Ouais. eu un meeting. Shout Puis out. évidemment, j'avais vu ça passer, là, ça se passe sur les réseaux. Puis j'avais donné un petit heads-up. Je trouvais ça cool comme Right, projet. tu m'avais outreach directement. Absolument. Ouais. Puis c'est là aussi qu'on s'était rendu compte, je pense, qu'au niveau, au niveau visuel, au niveau UX, UI, vous avez collaboré avec Julie, c'est ça? Exact, Julie Simard, ouais, qui avait passé dans ton pod au début. Julie, c'est épisode 3, si les gens veulent la découvrir, mais elle fait du beau travail en tabarouette. Fait qu'avant qu'on rentre un peu plus dans Propulsion, qui est votre startup, votre SaaS, j'ai le goût que vous nous fassiez un mini recap. Seb, tu commencer? Yes. T'es qui, toi? Parfait. Ben, Sébastien Robitaille, je viens de Gatineau à la base, maintenant à Québec. Ok. Moi, j'ai fait mes études en éducation physique à l'Université Laval. Ok. Pendant les études, j'ai parti une entreprise de nettoyage qui était plus un projet étudiant. OK. Puis à ce même moment-là aussi, j'ai parti Propulsion, qui était à ce moment-là plus une entreprise pour du B2C, donc pour entraîner individuellement le monde. On avait testé une genre de plateforme en ligne qui a vraiment pas marché, OK. qui s'est transférée là, après ça dans le corpo. OK. Donc, on a été plus dans le B2B par la suite. C'était OK. plus une entreprise de service. Puis, bon an, mal an, ben là, tout a découlé. L'entreprise lavage de vitre a été vendue récemment. Puis, maintenant, Des gros multiples dans le lavage de vitre ou... quand même. Ouais, it, d'autres let's go. business quand même. Puis vrai. là, on est à 100% dans le projet de propulsion qui est devenu une application mobile, un SaaS, Right. un gros pivot. Sweet. Az? Yes, ancien joueur de foot. Moi, j'ai toujours été un gars de foot, un gars de sport d'équipe surtout. Tu jouais où? J'ai joué à l'Université d'Ottawa. OK, cool. Par la suite, j'ai fait 3 ans à l'Université d'Ottawa. Écoute, je viens pas de la tech. Moi, j'ai fait mes études en criminaux. Ça n'a ouais? aucun rapport. OK. Écoute, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été stické d'un gars de crime scene. On dirait que je me voyais vraiment conduire des cop cars puis d'arrêter du monde. Finalement, man, je fais de la tech. Sinon, ben, j'ai quand même gardé mes habitudes de sport, comme je mentionnais un peu plus tôt. Toujours sportif. Puis c'est drôle parce que dans le temps, quand Propulsion offrait des services, des cours de groupe, justement en B2B, j'étais comme un coach. Fait que je donnais des cours de fitness là, dans les entreprises. Fait que c'était moi le gars qui se pointait, qui faisait souffrir le monde. Sweet. Puis aujourd'hui, mettons, Seb, si tu voulais me faire un TLDR de Propulsion dans l'état actuel, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Yes, à l'état actuel, c'est un SaaS, en fait. C'est une plateforme d'application mobile qu'on vend aux entreprises OK. où l'objectif est de faire bouger les employés. Parfait. C'est une application qu'on a développée avec des principes de psychologie sportive, des mécanismes de jeu. Donc, Ouais. il y a beaucoup de gamification à l'intérieur de l'application pour ramener la personne à augmenter son niveau d'activité physique. OK. Mais on vient beaucoup aussi jouer sur tout ce qui est les niveaux d'engagement dans les entreprises. Donc, il y a un gros focus qui est mis sur ce volet-là. Puis, dans le fond, avec l'application, ben, la personne génère comme un active score. Et on peut participer à des défis sportifs aussi entre collègues, ces choses-là. OK. Puis, on vient aussi combiner ça avec un système de récompense. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'employeur il est capable d'intégrer soit un budget bien-être ou même des récompenses dans l'app pour venir un peu motiver, mais aussi récompenser autant les saines habitudes de vie que le niveau d'activité physique là, de ses employés. All right. Fait que mettons, le point de la personne à qui vous vendez en B2B, c'est qui dans la business, mettons? Je te dirais que ça va être surtout l'exécutif qui va prendre la décision d'avoir ce type de solution-là. OK. Fait que suite C, Suite directeur, C. VP, whatever. Sinon, c'est toujours le point de contact classique. T'sais, on va parler au HR, on va parler à Ouais. la personne en ressources humaines. Tu sais, veut pas, c'est sûr que Seb, je trouve qu'il est parfois un peu le undersell parce que pour vrai, on a fait de quoi qui est vraiment hot. T'sais, on voulait vraiment redéfinir un peu tout ce qui était corporate wellness. C'est quand tu penses à corporate wellness, c'est soit le monde n'a aucune idée qu'ils ont ça dans l'entreprise, soit c'est comme un petit club de marche que tu as peut-être fait une fois ou deux, tu as peut-être donné un petit pic à une vidéo d'entraînement en ligne, puis on voulait vraiment s'éloigner de ça. Fait que, on a fait un produit qui était cool, qui était le fun à utiliser. Tu peux voir ça un peu genre un Strava / Pokémon Go, où est-ce que le monde est payé pour bouger. Fait que c'est un produit de même qu'on voulait un peu disrupt un marché qui était vraiment
c'est grey, puis très, très corporate. Ouais. Fait que, ouais, d'amener un produit. Mais là, les boys, tu sais, vous venez de nous dire, genre, OK, on n'a pas un background en tech, on est des sportifs, on a étudié dans XYZ, mais comment que deux sportifs, justement, pas tech, se ramassent avec une web app puis une app mobile très tech, justement, genre? Seb? Certainement. Ben, Az en a parlé un petit peu plus tôt. On était une entreprise de service dans le temps. C'est ça. Fait qu'il y a un bon pont entre avant et après pandémie de notre côté. OK. On avait, tu sais, avant la pandémie, le pivot vers le B2B que j'avais parlé s'est fait. Puis peut-être 1 an avant la pandémie, là, on commençait à avoir vraiment une belle traction dans la ville de Québec. Des beaux clients, des gros clients, des sièges sociaux aussi qui avaient des fois des installations sur place. Là, on avait des clients des fois qui avaient des gyms à 100 000 $ dans leur entreprise. Puis malgré ça, moi, t'avouer que le roulement de monde qui utilisait le gym était assez faible. OK. Même, on a fait tout ce qui était des cours de groupe, des cours de yoga sur place, même la gestion générale des programmes de santé mieux-être pour ces entreprises-là. C'était quasiment impossible d'aller générer des très hauts taux d'engagement. On avait des OK. cours de groupe. En entreprise de 600 employés, on avait de la misère des fois à avoir 15 personnes dans un cours de groupe. OK. Fait que, tu sais, même à ce moment-là, on ne savait pas exactement qu'on voulait aller vers une application, mais on était toujours un peu dans l'objectif de comme qu'est-ce qu'on peut faire qui vient chercher le reste du monde, le monde qui bouge un peu moins. Évidemment, c'était toujours le monde actif qui participe à ces choses-là. La pandémie est arrivée. Évidemment, tout est arrêté du jour au lendemain de notre côté. Fait que, on a comme eu 2 choix. C'était soit qu'on mettait la clé dans la porte complètement ou bien on avait l'idée de l'application mobile, plus du système logiciel qu'on avait en tête qui pourrait peut-être répondre à ces besoins-là. On a commencé à chercher un peu ce qui se faisait sur le marché. Un peu ce qui fonctionne aussi. On a travaillé beaucoup avec des psychologues sportifs pour monter le projet. Donc, c'est un peu de comprendre comment motiver puis faire bouger quelqu'un qui est un peu plus sédentaire. Ouais. Puis en se basant sur des principes de psychologie sportive, on est un peu venu à monter ce projet-là en tête. On a commencé à faire des validations, des projets pilotes avec on a fait avec des centaines d'entreprises jusqu'à maintenant. OK. Puis je pense qu'on a un genre de 5 projets pilotes là, au total qu'on a fait avant de commercialiser le produit. Puis chaque projet pilote testait des fonctionnalités pour voir qu'est-ce que le monde, comment ça répond. J'en parlais tantôt, mais on a parlé aussi des vidéos en ligne, des choses comme ça. On l'a testé. Les taux d'engagement sont nuls. Le monde commence au début, ça lâche. On avait des centaines de monde dans des vidéos au début. On avait 4 à la fin. Fait que c'est toujours de voir, bon, ben ce volet-là, ça ne tient pas. Il n'y a pas de pérennité à long terme pour le taux d'utilisation. Fait qu'on en est venu à vraiment développer un logiciel SaaS qui est compatible avec tout ce qui est les mondes d'activité physique ou les applications d'entraînement. Okay. Puis après ça, peu importe la personne, ce qu'elle fait comme activité, ben, tout vient rentrer dans l'application puis elle peut être récompensée à le faire. OK. Puis on a essayé beaucoup de miser sur la simplicité de la chose. Ce qui veut dire j'ai mon téléphone dans mes poches. Si j'ai pas de monde puis je suis pas une personne tant active, ben j'ai mon téléphone puis ça vient quand même tracker mes pas puis mes déplacements. Fait que je vais juste marcher dehors à un certain rythme. Je suis capable de générer de l'activité physique dans l'application. Je suis capable de générer des récompenses aussi. Puis clairement, c'est... Ben, à moins que je me trompe, là, mais clairement, c'est pas vous qui l'avez codé. Là. On s'entend. Fait que comment ça a vu le jour, ça? Parce que là, vous parlez beaucoup de validation, ce qui est super intéressant. Là, on pourra creuser là-dessus, mais les lignes de code, là, c'est qui a écrit ça? Les pixels, c'est qui a aligné ça? T'sais? Écoute, je te dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses que... on a adopté un peu cette vision de Lean Startup-là avec justement la conscience qu'on n'était pas des gars de tech. OK. On voulait faire de la tech. Évidemment, c'est pas nous autres qui le codons. Big shout-out en passant à notre CTO, Étienne, avec les gars à Vito. Fait que, tu sais, on a fait nos recherches, on a fait le travail. C'était aussi de voir comment la techno aujourd'hui est accessible pour des gars comme nous. OK. Fait qu'on a approché des agences. Écoute, on se faisait offrir là, des soumissions à 250 000 $ et plus. Puis clairement, on voulait pas aller là. Puis on voulait développer quelque chose qui allait marcher, qui allait pas nous mettre dans la merde au début. Ouais. Fait que, écoute, ça a été vraiment un gros travail de recherche et de validation. Mais je te dirais que quand on a trouvé justement, ça a été via, je sais pas si je peux le dropper, le name, ça a été via Hello Darwin. On a fait une petite recherche. Puis évidemment, chacun de notre bord, puis c'est ça un peu le skills que Seb puis moi, on a, c'est qu'on n'a pas peur d'attaquer un market comme ça, puis de faire nos recherches, puis d'aller bon an, mal an. Fait que ça a commencé au final par, OK, ben, c'est quoi la techno qu'on veut utiliser? Clairement, on veut du mobile.
On veut être capable de développer sur iOS, sur Android, faire du web en même temps parce qu'on a un dashboard qui vient avec ça. Ouais. Après ça, c'est quoi qui va être capable d'avoir cette flexibilité-là, de l'attaquer rapidement puis de développer un produit qui allait être prêt dans 6 mois. Fait que, évidemment, c'était un peu fou comme goal qu'on s'était donné. Pourquoi 6 mois? Je te dirais que l'opportunité, la fenêtre d'opportunité était là. Nous, on a parti avec une idée que on n'a aucune idée comment ça se développe, on n'a aucune idée combien de temps ça peut prendre. Ouais. Mais avec travers nos validations, on a fait un premier projet pilote, c'était en mars 2021. Mars 2021, on a fait un premier projet pilote. On s'est dit, parfait, écoute, il y avait une quarantaine d'entreprises qui étaient dans ce projet pilote-là. On a testé des vidéos en ligne, on a dit, crime, OK, il y a un besoin, il y a une demande pour ça. Oui, c'était la pandémie, mais je pense que ces différentes phases-là de validation nous ont permis de faire comme, all right, écoute, man, on est capable de sortir un produit qui est legit, qui est viable rapidement. Fait que on a commencé notre processus de recherche, puis man, on a développé de quoi qui nous a été très, très low cost, très homemade, mais qui marche. J'ai le goût de double-cliquer un petit peu sur Hello Darwin, parce que là, vous dites, OK, on a cherché chez des agences, mais tu sais, il y en a qui le price, c'était juste comme, ça fitait pas avec notre réalité d'affaires, tout ça. Premièrement, comment vous avez entendu parler de ça? Comment vous l'avez trouvé? Puis quand tu utilises une plateforme comme ça qui agrège plusieurs types de travailleurs autonomes, d'agences, de travailleurs techniques, comment tu fais pour comme valider que sont talentueux, tu sais? Parce que j'imagine que le niveau de qualité, malheureusement, doit varier, le genre. Hein? Je vais t'avouer que, tu sais, il y a un facteur chance là-dedans. Il y a un facteur aussi timing intéressant. Tu sais, Az parlait tantôt des soumissions qu'on avait eues, puis on a même eu à 1 demi-million, tu sais. On n'est pas... on n'a aucun fonds. C'est d'un investissement personnel qu'on fait parce qu'on croit en le projet. Puis on n'a pas... on n'a pas eu des montants astronomiques qu'on pouvait déployer. Fait qu'évidemment, il fallait y aller lean, s'embarquer avec un 500 000 de développement, même si on a un prêt de la banque puis qui n'est pas validé, on s'en va vers la mort. Fait que Hello Darwin, dans mes souvenirs, ce qui est drôle, c'est que c'était Thomas de chez Visao qui nous avait parlé de ça un moment donné. Par rapport, on est comme... Parfait, on va tester. Puis comment ça marche? Ils te mettent en contact avec 4-5 agences environ, selon le projet que tu as proposé. Puis après ça, tu en choisis 3. Puis les 3 agences te font leur pitch. Puis moi, j'avais toujours été dans l'optique de comme, je veux y aller avec une agence de quoi de solide pour avoir un produit de qualité. Puis on s'était dit qu'on n'allait pas nécessairement faire notre décision en fonction du prix, donc du soumissionnaire. Puis finalement, ça a donné qu'on est allé avec le fit qu'on pensait le meilleur. On a juste eu un good feeling avec la personne. Puis à ce moment-là, c'est un gars qui était tout seul avec un employé. Fait qu'il y avait quand même un risque de... On n'est pas 2 gars de tech, fait qu'on est un peu comme... Je sais pas s'il est bon. Lié par rapport... Je sais pas s'il est bon. T'sais, on a eu comme un good feeling avec ça. Puis ça nous a quand même permis de développer un MVP à très low cost. Puis à travers ce développement de MVP-là, évidemment, on s'est rendu compte que le fit avec Étienne était excellent, qu'il avait une vision très entrepreneuriale aussi. Ce qui veut dire que c'est pas juste un gars de tech qu'on lui disait quoi faire, quoi coder. C'était un gars qui a comme un envie de développer des produits aussi de haute qualité, tout ça. Puis tu sais, parenthèse, en ce moment, il est rendu avec 7 développeurs aussi dans son équipe qu'on utilise pour le développement du produit. Fait que ça a fait comme un genre de win-win entre on y a fait confiance et ça nous a permis de développer un produit à très low cost. Puis en ce moment, on a une très belle collaboration. C'est très cool. Je pense que le facteur chance, comme tu dis, là, vous avez trouvé une tête, mettons, qui est une tête entrepreneuriale qui se lançait. Lui aussi, il se lançait. Fait que vous aviez comme un parallèle de croissance d'où vous étiez les deux. Bon feeling. I guess, vous avez regardé un peu son portfolio, les trucs qu'il avait fait. All right. Mais tu sais, une compagnie ou une personne un peu plus jeune, dans justement son évolution, sa croissance, ça aurait pu pas marcher. Fait que, mais c'est très cool. Puis c'est surtout cool de voir que ce partenaire technologique-là, il a comme eu sa croissance en parallèle à vous. Puis ce gars-là, il est beaucoup impliqué, je pense, dans la propulsion, là, right? Maintenant, il est dans l'actionnariat, il est dans l'entreprise, fait que ça nous amène un bassin de développeurs. Puis tu sais, c'est très risqué en étant 2 gars pas de tech. On se lance dans un projet 100% tech. Là, je veux dire, c'est un SaaS, tout le volet service, on n'en fait plus du tout. Donc,
on va dire, on est 2 gars, pas en tech, puis on a personne à l'actionnariat, puis tout est fait à l'externe. Ça devient extrêmement risqué du jour au lendemain que cette agence-là, je sais pas, moi, il y a un bug ou ça ferme, no matter what, ben notre produit, on est mort, l'entreprise est morte. Fait on n'avait pas le choix d'avoir un peu un titre de CTO à l'interne pour le bon déroulement. D'aligner les incentives pour ce gars-là, tu sais. Puis, vous parliez du fait que, justement, vous n'aviez pas nécessairement un budget astronomique puis que c'était votre propre investissement dans la compagnie. Fait que j'en déduis, j'imagine, que c'était bootstrapped. Puis ça l'est encore. On est totalement bootstrap depuis le début. On l'est encore aujourd'hui. Puis on a comme un peu une fierté d'être bootstrap, je t'avouerais. Nice. C'est sûr que ça t'amène certaines limitations. Je pense dans un de tes pods, tu as parlé beaucoup de contraintes. J'ai beaucoup aimé ça parce que, évidemment, autant en tant qu'ancien athlète que founder d'un SaaS, dans un contexte actuel, justement, où est-ce que il y a moins de free money, où est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher justement du capital, ben d'apprendre un petit peu à faire plus avec le moins possible, ben je pense que ça, pour vrai, ça nous a vraiment aidé parce que, ben on s'est très peu endetté. 2, on peut aller chercher très rapidement de la profitabilité, si on veut. Puis 3, ben on a compris rapidement, parce que clairement, on a un esprit entrepreneurial. Seb, il a déjà eu sa business. Moi, j'ai déjà eu une business auparavant. Ce côté-là, justement, de comme un peu mettre le temps, mettre les efforts, je pense que ça vous a beaucoup aidé. Là. Fait que, oui, on est bootstrap. On est vraiment content. Puis on voit des beaux exemples là, de compagnies totalement bootstrap. Là, pensez-vous que les deux, vous avez... T'as-tu été athlète, genre, ou juste super actif? Super actif. J'ai plus été dans le hockey. Puis j'ai été dans le Red Bull Crash Ice quelques années. Ouais, t'es-tu sérieux? À Québec. Oh, Mendo, ça scream commotion cérébrale pour moi, ça. Moi, ça scream pétage de coccyx solide. Moi aussi, je me suis déplacé le coccyx, man. On va s'en reparler offline de ça, je pense. Mais... Ce que je trouve malade, en fait, mon hypothèse, c'est aussi que, justement, quand tu veux performer en sport, il faut une certaine discipline, tu as certaines contraintes, tu as des comptes à rendre des fois à d'autres teammates ou à un coach. Ça, d'après moi, c'est un avantage compétitif quand tu te lances en entrepreneuriat. Certainement, je pense que oui. Puis ça nous amène une certaine discipline. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus de... Elle n'est pas forcée, c'est juste peut-être naturel dans ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Parce que tu as fait les reps de discipline pendant... décennies, tu sais. Exact. Je pense que Seb et moi, on a un peu ce même mindset-là. Vraiment de se lever tôt, d'être motivé par ce qu'on fait. Un peu comme justement avant une game ou avant une compétition. Je pense que c'est toujours un peu d'avoir cette approche-là. On est extrêmement compétitif aussi. Du fait que oui, par rapport à la compétition, mais entre nous autres, je pense que c'est une saine compétition de comme faire « Alright, ben écoute, t'as fait ta partie, ben moi j'ai fait la mienne, puis OK, on se challenge. » Puis je pense que ça permet d'avancer la business d'une façon qui est intéressante, très dynamique aussi. Puis d'avoir toujours ce principe-là d'amélioration continue. Je pense que ça, pour vrai, ça nous aide beaucoup. Là. Puis j'ai l'impression que vous avez, pas psychologiquement, mais mettons en termes d'expérience, vous avez des parcours... vous n'avez pas le classique, mettons... lui, il a étudié au HEC, puis il fait de la vente, puis de la finance. Lui, il fait un doc en ingénierie logicielle, puis il fait du code. Vous n'avez pas l'espèce de classique contraste et complémentarité des co-founders. Fait que, comment vous avez développé un peu ça, cette complémentarité-là? Vous ne faites pas exactement les mêmes affaires, probablement, dans le business. Ça m'intéresse de catcher ça. Je te dirais que, pour vrai, c'est... Depuis le début, là, puis on parle depuis le début du pod, je pense que c'est une histoire de trust. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Confiance à Étienne, justement, la première fois qu'on l'a meet up. Confiance à Seb. Moi, si je n'étais pas dans l'actionnariat de propulsion avant que le pivot se fasse. Quand la pandémie est arrivée, moi, je dis, garde, what's up? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense aussi, ça appartient à une question de trust. Avoir aussi le travail de l'autre. Je pense que de se dire, crime, alright, lui est sharp, j'aime son approche. Même chose pour lui. Je pense que ça fait qu'on est capable de travailler ensemble. C'est sûr et certain que, puisqu'on est 2 généralistes dans l'entreprise, c'est ça. Donc on regarde au niveau des opérations, on regarde au niveau du marketing, des choses comme ça, on apprend ensemble, puis on apprend à comme se séparer les tâches. Sweet. Au début, c'était un petit peu mélangé. Je te dirais que
Par exemple, si on travaille sur du marketing, je vais faire le contenu, Seb va faire du contenant, des choses comme ça, des visuels, des choses comme ça. Il y a plus cette touch-là que moi. Moi, j'ai plus dans justement le storytelling, copywriting, des choses comme ça. Okay. Mais tu le vois, le temps avance. Là, évidemment, Seb, il se lance un petit peu plus sur le produit. Il va travailler plus en lien avec les devs, avec Étienne, un peu plus de contact sur ce côté-là. Moi, j'étais peut-être plus au niveau, justement, certaines opérations, des points de vue stratégiques, des choses comme ça. T'aimes ça, le produit, Seb? J'adore le produit. Je suis un gars qui tripe sur des beaux branding, des entreprises. Puis on en parlait un petit peu aussi on a toujours voulu avoir l'air plus gros qu'on était. Puis des fois, on se le fait dire par nos clients aussi qui pensaient qu'on était peut-être une entreprise plus avancée ou plus grosse. Puis c'est qu'on met beaucoup d'accent sur le branding, sur notre positionnement aussi, ce qui, je pense, nous aide. Mais effectivement, de mon côté, moi, c'est de quoi que je tripe à faire. Puis on s'en est fait parler aussi. On est, comme à se dire, on est deux généralistes. Évidemment, ça peut être très risqué. Ça dépend dans le développement du projet au début, même quand on parlait avec des agences, eux autres, ça levait des red flags parfois parce que, évidemment, si tu n'as pas une structure des fois en place, le classique, tu as le gars de finance, tu as le gars de tech, tout ça, pour eux autres, c'est un red flag. Mais pour nous, ça n'a jamais été un frein. Puis je pense qu'on a une très, très bonne capacité à s'entourer de personnes stratégiques qui vont venir un peu combler ce besoin-là. Puis on est des gars très autodidactes. Autant avant qu'on se lance dans le développement d'un produit, Az il s'est formé pour coder avec Python. C'était pas dans le but de coder, c'était plus dans le but de comprendre après ça qu'on va aller choisir un CTO ou quelqu'un de technique qu'on catch c'est quoi qui parle exactement. Moi, de mon côté, on avait commencé avec Julie Simard, justement, pour le design, qui nous a aidé à vraiment starter, se faire une base. Puis par la suite, je me suis formé avec Figma, puis c'est moi maintenant qui gère les bases du branding, la DA, tout ça. Exact. Fait que, maintenant, c'est moi qui gère le Figma à 100%, qui gère tout le design de l'app. Est-ce qu'il est parfait comme un designer le ferait? Non. Est-ce que ça nous empêche de vendre l'app? Pas du tout. Donc, c'est un peu ça qu'on a réussi à faire. Puis aussi, quand on parle de Lean Startup, c'est un peu de comme vraiment faire de la recherche de chaque côté, se former pour être capable de répondre à un peu toutes les facettes de l'entreprise. Puis au départ, c'est un peu ça parce que c'est facile. Sinon, si on avait eu je sais pas, là on parlait de Bootstrap, mais si on avait eu un financement ou des investisseurs, évidemment, tu risques de partager les tâches plus rapidement, engager du monde. Puis encore là, des fois, on se pose la question, si on avait eu un 500 000 de financement, n'importe quoi, je sais pas à quel point l'entreprise serait mieux en ce moment, parce qu'on a vraiment développé Lean, ce qui nous a permis, je pense que ça fait 5 fois qu'on change l'application puis le modèle, mais si à chaque fois, c'était des gros coûts, on serait dans le merde. Un des plus gros avantages des petites business qui commencent, des startups, c'est ça, c'est de bouger vite, man, c'est d'avoir de la vélocité, d'être nimble puis agile, tout ça. J'ai le goût un peu de double-cliquer sur un truc que tu as dit qui est on le sait qu'il y a des choses qu'on sait pas, puis pour pallier à ça, soit on s'entoure de gens, mettons, qui peuvent nous conseiller, nous shooter des tips and tricks, whatever, puis on reste curieux, puis on va juste assez saucer, mettons, les orteils puis les pieds dans un bain ou une piscine que c'est pas nous qui va nager là-dedans, mais mec, on engage quelqu'un pour soit à l'externe ou à l'interne pour nager là-dedans, est-ce qu'au moins on va être capable de savoir comment il parle. Puis ça, c'est un thème qui revient, man, à travers beaucoup des pods que je fais puis des entrepreneurs que je rencontre, c'est Christy que c'est important d'être bien entouré, man. Puis faut pas avoir peur de reach out, puis faut pas avoir peur de dire hey man, on sock, mettons, en mobile. Toi, là, si t'avais à le faire, tu l'as déjà fait, genre, aide-moi donc, genre. Demander de l'aide, là, puis s'entourer, c'est comme clé, man. Puis tu sais, la vérité, c'est qu'on a une belle communauté, puis que la majorité du monde, si tu les approches authentiquement, en humilité, ils vont dire fuck yeah, man, on va aller manger, fuck yeah, je vais t'aider, tu sais, y'a pas de trouble. Fait que ça, je trouve ça sick. J'ai juste le goût que le monde qui écoute clique là-dessus, genre. Tout à fait d'accord avec toi. Pour vrai, sachant justement qu'on venait pas du domaine, je pense qu'on est très coachable. Le background de sport, je pense que ça l'aide beaucoup aussi. Tu as parlé d'humilité, je pense que ça en prend beaucoup. On est des gars aussi qui sont, on est tous fiers de ce qu'on fait en tant que founder, en tant qu'entrepreneur. Tu penses avoir l'idée du siècle.
Mais je pense que rapidement, si tu fais juste t'attacher à ça, ben ça peut fall rapidement. Fait que, d'approcher du monde, de reach out, demander de l'aide, pour vrai, ça a été clutch pour nous autres, là, vraiment. Ça permet d'aller vite, d'éviter des erreurs aussi. C'est surtout ça. Des fois, tu veux comme faire les bons moves, mais des fois, les meilleurs moves, c'est d'éviter les mauvais moves. Fait que, pour vrai, non. Y a-tu des personnes ou des types de personnes qui vous ont vraiment aidé et que vous avez le goût soit de faire un shout-out ou juste dire « Ah, tu sais, ce genre de personne-là dans ce genre de milieu-là, nous autres, ça nous a aidé. » Ben c'est sûr que nous, on a été accompagnés avec le camp comme incubateur. Ouais. Fait que je pense que ça a été une belle porte d'entrée pour nous pour un peu, quand on parle de validation de projet, ces choses-là. OK. Évidemment, le travail a été fait de notre côté, mais des fois, d'avoir peut-être une structure en place que si on n'avait peut-être pas eu, j'ai l'impression qu'on se serait peut-être garoché dans divers chemins, là, tu sais, puis fait que, tu sais, de vraiment amener le côté de base d'entrepreneuriat puis de développement d'affaires, autant au niveau du plan d'affaires, on dirait que vu que c'était pas nous qui le faisaient, ben pas qui le faisaient, mais ça venait plus de l'externe qui pas nous forçait de le faire, mais ça nous amenait à nous pencher peut-être un peu plus dessus, à revoir un peu notre modèle d'affaires, revoir un peu notre structure de tarification, revoir tout notre principe de validation. Puis, tu sais, on en parle beaucoup de validation, mais je pense que c'est l'élément à date qui a été le plus bénéfique pour nous. Parce que la validation, tu sais, puis d'appeler des entreprises, de ne pas avoir peur, puis de tester le produit. Le premier projet pilote qu'on a fait, on a fait avec l'app Wix gratuite. On a mis des vidéos dedans, des genres de défis. Ça nous a coûté 20 $ par mois. Puis on a eu 40 entreprises en 2 semaines qu'on l'a annoncé. Fait que, tu sais, ça nous a permis de valider très rapidement ce volet-là. Puis après ça, ben, quand je parlais du camp, ben, on a comme continué à toujours valider. Puis on est encore en train de valider. Là, on a commercialisé. Nous, le produit, je pense pas qu'on a parlé, mais c'est en mars dernier. Puis, ça m'intéressait, ça s'en venait comme question. OK, on a commercialisé en mars dernier. Puis moi, Az, juste hier, on travaillait déjà sur un peu la refonte du dashboard dans l'app, qui est peut-être pas optimale. Mais avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a le luxe puis la liberté de faire des modifications rapidement. Ça veut dire que tu fais développer une application, ça te coûte des centaines de milliers de dollars, puis tu es un peu pogné avec. Exact. Si c'est mal validé, puis là, tu veux rechanger des affaires, mais c'est encore des coûts. Là, on a un peu ce luxe-là à l'interne de pouvoir se revirer de bord rapidement. T'sais. Quand vous avez décidé de pivoter vers du produit, justement, avec Propulsion, combien de temps vous avez passé en mode validation avant d'avoir la version qui a été un peu plus officiellement commercialisée en mars dernier? Je dirais que ça a pris une bonne année et demie à peu près. Okay. Une bonne année facile de 3-4 tests. Je me rappelle, le premier, c'était vraiment des tests vidéo. On regardait, c'est en pleine pandémie, ça pognait. On venait de voir un de nos compétiteurs qui venait de se faire acheter pour 15 millions. On dit, crime, OK, all right. on va se lancer dans les vidéos d'entraînement. Je vais faire des burpees, ça me dérange pas. Mais finalement, rapidement, tu vois, cette validation-là, on s'est dit, OK, non, écoute, c'est pas là qu'on va aller. On va aller dans un produit qui est un peu plus léger, un peu plus, justement, tu sais, calm technology, où est-ce que tu te connectes, t'as plus rien besoin de faire, tu marches, tu bouges, ça rentre. Fait que, tu sais, une bonne année de plusieurs tests. Je me rappelle notre deuxième test qu'on faisait. Écoute, tout le monde se faisait poker en ligne pour se faire, je sais pas moi, les entreprises se faisaient achaler. Puis finalement, Seb puis moi, on avait fait un mapping de la ville. Puis, man, j'étais allé faire du porte-à-porte pour justement trouver des entreprises. Direct. Puis encore aujourd'hui, c'est des clients à nous autres. Fait que pour vrai, ça a été juste du testing, de la validation, s'assurer que comme le monde comprenne qu'est-ce qu'on veut faire. Puis je pense dans un de tes potes, tu as parlé justement de comme parler de ton produit, parler de ton idée. Ouais. Puis pour vrai, là, ça nous a tellement permis là, d'en parler, de le valider, de faire bon, ben c'est ça que le market il veut. Things that don't scale. Quand tu commences, des choses que si t'étais gros ou que ça allait trop vite, tu pourrais pas faire ça, aller faire du porte-à-porte, comme tu dis. Mais ça, c'en est un pour les early founders, le monde qui veulent se starter. Au départ, des fois, c'est juste de la force brute de choses qui semblent pas être optimales, mais qui vont te générer des résultats, ou du moins de la validation, comme vous avez fait. Je trouve ça malade, justement, que vous ayez eu un effort de validation aussi dédié. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous ai rencontré, je me rappelle plus quoi. Vous m'avez montré l'app. Puis là, j'étais comme, c'est sick red, man. Elle est vraiment slick. Je me rappelle, c'est direct ça que j'avais dit. Elle est donc slick l'app. Puis j'avais dit, ça fait combien de temps, tu sais, puis tout ça. Puis c'était comme, on vient de la commercialiser quasiment. Là, ça faisait une couple de mois, dans le fond. Exact. Puis là, j'étais là, wait, what? Genre, ça vient d'être commercialisé?
Mais ce que j'avais pas, moi, comme backstory, c'est toutes les autres versions pas vraiment slick qui ont été dans la phase de validation. Fait que je trouve ça super. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de dépendre un petit peu au niveau UI UX de l'externe? Parce que là, pour le dev, vous l'avez raconté. Tu sais, tout ce qui est comme back-end ou construire l'app, bon, il y a quelqu'un, finalement, vous avez aligné les incentives, il est dans l'actionnariat. Super. Mais au niveau front-end, UI UX, avez-vous essayé de le faire vous-même au départ? Pourquoi vous avez travaillé avec Julie, mettons, genre? Ben, tu sais, on avait des espérances de développer un produit. On regarde nos compétiteurs, tu sais, qui sont un petit peu plus en Europe, aux États-Unis, OK. direct. Tu sais, c'est des apps que tu le vois que c'est monté solide. OK. Fait qu'on était comme... Tu sais, on regarde un peu les options au début. Évidemment, tu peux aller vers... Tu peux te pogner un template d'app. Ouais. Mais évidemment, ce qu'on voulait développer, il y avait trop de trucs qui ne fitent pas avec un template. T'sais. OK, c'est bon. Fait que là, on était comme, on veut au moins se partir avec une base solide, puis d'un produit qui fait du sens pour les utilisateurs. Fait qu'évidemment, on avait travaillé avec Julie Simard au début pour qu'un peu, quand elle nous amène un premier jet de développement de UI, UX du produit, ce qu'on a fait. Puis, tu sais, nous, dans notre tête, nous, on a fait parenthèse, là, un genre de projet pilote, comme notre dernier, là, Fast Test, qui était à l'automne dernier. Puis, dans notre tête, c'était le développement du produit commercial à ce moment-là. OK, Nous, c'était comme, ça va être un dernier projet pilote, mais tu sais, on teste certaines affaires, mais après ça, on commercialise ça, on part. Puis, je pense qu'on a changé 90% du code puis de l'app suite à ce MVP-là. Donc, avoir mis justement tout l'argent dans ce produit-là, puis avoir pas eu les sous pour le modifier, on aurait été un peu dans la merde. Ouais. Mais au niveau, après ça, du UI, UX, comme je parlais, je me suis un peu formé là-dedans, puis j'ai pu avoir la liberté de comme partir avec le framework que Julie avait fait, puis le découler. Puis encore là, tu sais, il n'est pas parfait, mais ça fait amplement la job. Ça nous a permis de le commercialiser quand même rapidement. Puis tu sais, je travaille comme directement avec le dev. Je suis comme un peu son designer en tant que tel. Ce qui fait que dans la journée même, on peut faire 4-5 itérations. Je peux modifier 3-4 fois le design de l'app. Il le met en publication. Puis ça nous permet d'être très rapide, très agile aussi dans le développement du produit en ce moment. T'sais. Puis comment vous avez... Parce que là, mettons, je me mets dans les choses d'un entrepreneur qui commence. Ils ont comme, c'est des généralistes, mettons, comme vous autres. Pas nécessairement skills de design ou de dev. Comment vous l'avez trouvé, justement, Julie, comme de partenaire-là, UI UX? Parce qu'on a parlé quand vous avez trouvé Hello Darwin, quand vous avez trouvé Étienne, tout ça. Mais ça, c'est arrivé comment? Julie, c'était une référence qu'on avait eue quand on était dans le bunker où chez Spectrum, on utilisait les locaux gratuitement. Puis je ne sais plus exactement qui nous avait parlé d'elle, mais tu sais, de trouver une designer UI, UX, où tu trouves ça? Tu ne vas pas chercher ça sur Indeed, là, tu sais, fait que tu checkes un peu sur LinkedIn, mais c'est beaucoup, je pense, la référence. Puis quelqu'un nous avait parlé de Julie, fait qu'on l'a approché. Puis ça a été, je pense, un bon fit. Là, puis, très cool. Au niveau du développement. On va trouver comme... Je change de gear, dans le fond, mais dans le fond, les gars, ces temps-ci, je commence à réfléchir à si je veux des enfants ou pas, dans le fond. J'ai des bonnes discussions là-dessus, tu sais. Puis... en tout cas, c'est un gros sujet, puis je travaille vraiment beaucoup sur ça se passe. Tu sais, je travaille pas mal d'heures, je fais de la consulte aussi, puis j'ai à peine de temps pour comme mon propre sport, aller au gym, voir ma mère, voir ma blonde, voir mes amis. Je vois Ludo de Real Pussycat un peu trop, tu sais, versus les autres. Mais j'étais comme, man, si j'avais un flow, je pourrais pas avancer aussi vite, je pense pas que je me lancerais dans ça se passe, tout ça. Vous autres, vous avez actually des enfants. Puis sont apparus avant le pivot produit? Comment tu fais pour gérer être parent puis entrepreneur en même temps? Pour vrai, man, ça a été un gros challenge parce que mes kids sont nés dans le pivot. Okay. Ma première est née un peu avant la pandémie. OK. Puis ma deuxième est née il y a 1 an et quelques à peu près. Okay. Je te dirais que c'est un travail d'équilibre. T'es comme un funambule sur un monocycle, puis à chaque fois qu'on te pitch une autre affaire pendant que tu es en train de jongler 4-5 balles. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, puis c'est toujours de trouver la balance travail, famille.
est très difficile, puis je pense que c'est très difficile toujours pour la membre parce qu'évidemment, tu es rarement là, tu as beaucoup de travail, puis tu gères une start-up. Mais pour vrai, il n'y a rien de plus gratifiant, je pense, de savoir que tu builds quelque chose. Puis que, who knows, maybe, peut-être que mes filles, c'est ça qu'elles vont hériter. Ouais. Fait que pour vrai, ça, on dirait que c'est comme plus une motivation qu'autre chose. Très cool. Ouais, moi, tu vois, j'ai eu ma fille en décembre 2021. OK. Puis c'est exactement au moment qu'on commençait le pivot, exactement au moment aussi que je vendais, j'étais dans la transaction pour l'autre entreprise. Puis c'est ça, je me souviens, j'étais à l'hôpital en train de signer des papiers d'avocat parce que tout devait être réglé avant une certaine date. Il fallait que j'envoie des chiffres, des fichiers Excel. Fait que ça a été quand même un bon challenge, je vais t'avouer, surtout pour, comme elle se disait, pour la mère, surtout, j'ai pas de vacances. Je peux pas arrêter 5 semaines quand le bébé est né. Il fallait que je travaille, il fallait que les choses avancent. On est dans un mode aussi que on pourrait ne pas travailler, mais si on ne travaille pas, il n'y a rien qui avance. Fait que ça l'écope à long terme sur le développement de la business. Puis, moi, je pense que de mon côté, il y a beaucoup d'affaires qui ont changé. Je pense pas que j'aurais jamais été prêt. Tu es comme jamais prêt, mais une fois que tu as l'enfant, No choice. C'est ça, exact. Mais tu t'adaptes. C'est que la contrainte force comment tu vas performer ou développer. Mais je pense que c'est fou comment le monde ont du temps puis qu'ils s'en rendent pas compte des fois, puis que le temps, ils le perdent sur des niaiseries. Gros point, ça, oui. Tu sais, je veux dire, depuis qu'elle est née, je veux dire, oui, j'écoute la télé, mais j'ai pas mal moins de temps ce temps-là va écoper. Le temps que tu fais rien. Rien de positif. Tu es sur ton téléphone ou que tu écoutes la télé ou que tu perds ton temps, évidemment, là, il faut que ça soit quand même optimisé. Fait que ça te force un petit peu, je pense, à avoir peut-être une structure de travail. Puis au final, il y a juste, je pense, du positif parce que c'est facile de tomber dans de la perte de temps puis sans même s'en rendre compte. On parlait d'activité physique aussi. C'est souvent une raison que le monde n'a pas de temps, mais tu te fies aux recommandations de Santé Canada. C'est de faire, tu peux faire 20 minutes de marche dans ta journée puis t'atteins les recommandations. Là. Okay, fait que 20 minutes, il y a du monde qui passe des 2-3 heures sur leur téléphone. Fait qu'à un moment donné, c'est juste, je pense, faire les deux en même temps. Ouais, c'est un choix, puis une priorisation, puis peut-être une gestion de temps, mais ouais. Fait que pour moi, qui avait peut-être pas un préjugé, mais peut-être un mythe dans ma tête de genre, man, si tu veux lancer une business puis être successful, avoir un kid, oublie ça. J'ai l'impression que là, je nuance, puis je me dis plus, ça se fait, mais il faut que tu sois discipliné par rapport à comment tu dépenses ton temps. Puis idéalement, comme tu dis, que tu aies un ou une bonne partner qui comprend ta réalité entrepreneuriale, peut-être qu'elle ou il plus de flexibilité de son bord. Tu sais, je sais pas comment les couples s'organisent, mais... autant pour ça, si je renchéris là-dessus, autant qu'ils comprennent la réalité entrepreneuriale, mais autant des fois, je pense qu'il y a des bons côtés parce que si j'avais une job 8 à 5 puis je suis parti toute la journée... là, j'ai quand même la flexibilité. Je sais pas, moi, il y a un rendez-vous médical. Je peux me libérer facilement. Fait que, il y a comme je pense qu'il y a un juste milieu intéressant. Là. Très vrai. Puis, au début, là, qu'est-ce qui est le plus tough? J'ai l'impression que la validation, c'est tough, mais c'est nécessaire. Mais... je sais pas, vous aviez des jobs, tu sais, genre quand même steady avant, vous aviez une certaine sécurité financière, etc. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus tough? C'est-tu psychologiquement comme le risque de « wow, je me lance un peu dans le vide », c'est-tu « wow, je mets du cash là-dedans que je sais pas si je vais refaire, ça va peut-être failer, le monde va me trouver bon, pas bon, whatever ». Tu sais, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus tough au début? Moi, ce que j'ai trouvé tough au début, c'est même pas tout ça parce que je suis un gars qui aime prendre des risques. OK. Souvent, là, je prends les 2 couilles avec mes 2 mains puis je les drop sur le plus haut comptoir de la pièce. Mais non, je suis un gars qui adore les risques dans la vie. Puis on dirait que ça me faisait pas peur. Je savais que j'allais avec le bon partner pour vrai puis j'étais pas stressé de ça. Okay. La vision était la bonne right from the start. Puis ça, pour vrai, en tant que founder, si ta vision déjà d'emblée, dès le départ, est la bonne. Tu sais, peu importe quel type de produit, ça va être quoi le market fit, etc. Tu sais, toutes les technicalités qui viennent par la suite. Si la vision est la bonne, pour vrai, tu vas avancer avec beaucoup moins d'incertitudes. Puis ça, pour vrai, ça nous a tellement aidé parce que 2 gars sportifs, on savait c'est quoi qu'on voulait avoir comme impact.
On savait c'était quel type d'impact qu'on voulait avoir, puis à qui qu'on voulait le donner. Puis pour vrai, dès que cette vision-là était claire comme de l'eau de roche, on dirait que c'était naturel, puis ça nous a permis d'aller très, très vite. Là. Fait que la peur, peut-être, c'est plus de l'incertitude que de la peur. Au niveau de la Puis, vision? non, plus au niveau de la business, comment qu'on se lance, comment qu'on jump, c'est quoi qu'on va faire. Puis, on a un peu ce défaut-là, je veux pas d'être perfectionniste, Seb puis moi. Fait que, on dirait que ça nous rassure d'une certaine façon parce qu'on se dit que comme au moins les choses vont être bien faites. Même si ça va mal, au moins ça a été bien fait. Fait que non, c'était plus d'incertitude que de la peur. Ouais, un peu dans le même optique. Je pense qu'il a bien marché aussi, c'est qu'on est deux gars qui ont, je pense, une haute tolérance au risque. Fait qu'évidemment, si moi j'en ai une haute puis Azara n'en a pas une haute, ben ça va faire évidemment des frictions parce que quand on va arriver dans un moment que financièrement c'est plus tough, puis évidemment qu'on se lance dans du développement d'applications, il y a juste de la dépense au début. Tant que le product market fit n'est pas parfait puis que le produit n'est pas commercialisé, on fait juste flamber des sous. Évidemment, on a été quand même sharp là-dessus. Mais je pense qu'on était dans un domaine qui nous passionne. La vision était alignée. Ce qui fait que, comme moi, de mon côté, j'ai jamais eu d'incertitude de est-ce que ce projet-là va fonctionner. C'était plus une question de quand. Puis on avait un petit peu d'argent de côté qui nous a permis de vivre aussi entre-temps. Évidemment, là, on arrive à un moment, puis de cette année qu'on peut commencer à se verser un petit salaire. Le plus petit qu'on est. Le plus petit qu'on est capable cette année. Mais on a un petit coussin. Mais ça nous donne juste le jus pour la suite, pour développer le produit. Là. J'ai le goût même de faire un autre pas en arrière, ou même 3-4. Pourquoi vous avez décidé justement de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je veux dire, athlète, coach, tu t'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Ah, Toi aussi, probablement, avec vos études, tout ça. Qu'est-ce que, à un moment donné, qui fait genre, non, genre, je lance de quoi qui m'appartient? Je me rappelle quand j'ai eu un stage, parce que moi, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. Ouais. J'ai eu un stage à Québec. C'était au niveau de la fonction publique. Uh-huh. Fait mon stage, ça va super bien. Puis après, ils sont comme, écoute, man, on t'offre une job permanente, full patch, assurance, etc. Écoute, je pense que j'ai fait 3 semaines. Puis j'ai fait, OK, non, no way. Puis, vu que j'étais toujours passionné sport, j'ai commencé à coacher du foot. Là, j'ai bâti une business autour du foot. Puis finalement, quelques années après, justement, ça a vraiment levé. Puis on dirait que le côté entrepreneurial, le côté de vouloir créer de la valeur, il a toujours été là. Fait que donner son temps, exact. On dirait que cette fibre-là, mon père est entrepreneur, j'ai un autre frère aussi qui est entrepreneur. Fait que on dirait que la fibre entrepreneuriale est très familiale aussi. Fait que d'avoir quelque chose que tu pars d'un projet, en faire une business, puis qu'après ça, de créer de la pérennité, on dirait que ça a toujours été comme un goal. Puis pour vrai, man, on dirait que c'est toutes ces choses-là qui te motivent à avancer, même si le salaire rentre pas tout de suite, puis même si on n'est pas en train de générer des millions tout de suite. Ouais, de mon côté, je vais t'avouer, j'ai jamais eu un parcours entrepreneurial que quand j'étais jeune, je voulais nécessairement faire ça. Vendre de la limonade, là. Ouais, exact. J'étais vraiment pas là. Puis, j'ai toujours, par contre, été j'aime créer des choses. J'aimais aussi créer de la valeur. J'étais un gars de projet aussi, ce qui veut dire que quand quelqu'un me lançait une idée de projet, je sautais à 2 pieds joints. OK. Puis ça marche pas, on l'essaiera, tu sais. Puis je pense que c'est dans le développement de l'entreprise, plus de nettoyage à l'université, que j'ai vraiment comme une passion, oui, entrepreneuriat, mais plus dans l'optique de OK, je suis capable de tout gérer l'aspect de l'entreprise comme je le veux. Puis dans mes emplois précédents, tu étais toujours un peu contraint de faire selon comment c'est établi à l'interne. Fait que là, moi, ça marchait souvent pas. Fait que là, je pouvais créer le branding que je voulais. Je pouvais créer comment on gère les clients. Je pouvais créer comment l'expérience client était faite. Puis, tu sais, avoir travaillé avec d'autres entreprises des fois avant, ben ils vont mettre aucun accent, je sais pas, sur le customer experience. Fait que là, tu suis ça, tu sais, un peu. Fait que là, tu as la liberté. Fait que j'ai eu vraiment un coup de cœur plus dans ce volet-là de comme, OK, je peux faire ce que je veux puis l'amener, ce business-là, comme je veux. C'est nous qui décident. Puis, évidemment, j'ai aucune passion pour le nettoyage de vitres. Donc, après ça, c'était plus le transfert vers propulsion qu'on s'est mis à temps plein là-dedans avec le pivot. Mais là, on était
OK, on peut créer la business qu'on veut. Puis en plus, on est dans un domaine qui nous passionne. Fait que, tu sais, c'était assez direct comme C'est suite, là. facile au final. Les astres. Pas les astres, mais j'ai l'impression justement que vous avez juste naturellement découvert ce que vous vouliez faire, ce que meant to be un peu, là, tu sais, genre comme c'est là que vous allez arriver anyway. C'est intéressant, man. Je suis comme. Je me demande, parce que là, vous êtes au camp, right? Vous avez dit ça un peu plus tôt dans le pod. Moi, je suis jamais passé à travers un processus d'incubation. Alors, tu pourrais argumenter que Spectrum, l'agence, c'était comme on était incubé là-dedans, Snip quand on était jeune, mais il n'y avait rien de structuré, tu sais. Fait qu'il y a plein de founders ou de bientôt founders qui écoutent puis qui se demandent sûrement là, je veux commencer, mais comme il y a 37 000 affaires à gérer, comme la liberté, c'est beau, mais ça peut être aussi comme chaotique, tu sais, puis épeurant un peu. Je fais comment que je m'entoure? Puis là, ces programmes-là, souvent, il y a du bouche à oreille ou genre tu googles puis tu trouves genre différents trucs d'incubation, accélération. Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine, mettons, un programme d'incubation? Puis juste donner un peu plus de couleur à ça. Je pense que ça vaut la peine. En fait, nous, personnellement, ça nous a vraiment aidé. Tu sais, tu te lances en entrepreneuriat, tu te dis, bon, ben écoute, mon but, je sais pas, il y a beaucoup de school drop-out qui se lancent en entrepreneuriat. Ils disent, OK, écoute, fuck l'école, puis je veux pas me faire dire quoi faire. Finalement, tu arrives dans un incubateur pour te faire dire quoi faire. Mais non, écoute, d'être entré dans un incubateur, vraiment, tu sais, tous les processus de validation, toutes les choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, que ce soit au niveau légal, tu sais, certaines expertises que pour vrai, on ne toucherait jamais, que l'incubateur, grâce à différentes connexions, sont en mesure de te mettre en contact avec des expertises. De voir aussi d'autres founders qui sont peut-être un peu plus avancés, d'être entouré de monde comme ça crée une forme de synergie qui, au final, tu sais, vient d'éteindre sur toi. Puis ça te permet d'éviter, encore une fois, des erreurs, tu sais, de comme, all right, ben, tu sais, eux, ils ont passé par là, et guys, faites pas cette erreur-là. All right, ben, good, tu sais, on l'enregistre, c'est bien noté, puis on est capable d'avancer là-dedans. Puis pour vrai. Est-ce que ça vous donne de l'imputabilité aussi, genre? Est-ce que vous avez certains comptes à rendre sous certaines formes? Oui, puis non, un petit peu parce que, un peu comme si on avait des devoirs, oui, sur certains aspects, mais tu sais, pour moi, un incubateur, c'est un beau milieu pour justement parler à du monde dans le domaine, un peu comme Azar a parlé, éviter les erreurs. C'est pas magique non plus, ce qui veut dire que est-ce que sans cet incubateur-là, on serait à la même place? En fait, on serait peut-être juste un pas en arrière en termes de... Ça nous a peut-être permis d'éviter certaines erreurs en parlant avec du monde. Fait que t'es dans un milieu, un écosystème intéressant. Ouais. Exact. Mais après ça, tu sais, je veux dire, quand même, l'information qu'ils vont te donner dans l'incubateur, en tant que tel, tu pourrais la retrouver sur Internet de comme un développement d'entreprise, il te faut mission, vision, valeur, il te faut un modèle d'affaires et tout. Tu sais, comment bâtir ça. Fait qu'ils vont t'amener une structure qu'on n'avait peut-être pas nécessairement pensé à s'informer là-dessus, mais tu sais, au final, il faut mettre quand même les efforts de notre côté pour faire arrimer tout ça, pour amener l'entreprise à un certain niveau. Fait qu'ils nous amènent une belle structure. Moi, je suis 100% avec ces incubateurs-là, juste pour les rencontres que tu fais, puis de baigner un peu dans le milieu. Tu sais, des fois, on a rencontré une personne, je me souviens plus qui, mais il t'amène à, OK, prends contact avec elle, puis après ça, 3 contacts plus loin, je sais pas, c'est quelqu'un qui travaille finalement chez toi, ou bien c'est un client que tu parles, que tu signes éventuellement. Fait que tu es dans ce domaine-là, tu es dans ce milieu-là, puis maintenant, avec les ressources, puis le nombre d'incubateurs qu'il y a, c'est quasiment un no-brainer, je pense, de comme au moins aller voir puis tester. Puis c'est pas des coûts dispendieux non plus. Là. Puis je vous ai croisé dans une coupe d'events. Au WAC, vous étiez là. Vous êtes à la Collision, je pense, vous autres exact. aussi. C'est à Toronto, ça? Toronto, exact. Toronto. Vous êtes venu à Ça se passe? Yeah. Puis, il me semble que j'en avais un autre. Anyway, ma question pour vous, c'est avez-vous l'impression que les events puis les conférences, c'est une perte de temps, c'est neutre ou il y a un retour sur investissement? Pour ma part, là, c'est 100% retour sur investissement. Okay. Je pense pas qu'il est direct à chaque event. Je pense que c'est à force d'y aller. On s'implique dans différentes choses aussi. Casaré, on va se séparer, qui va aller dans un événement, je vais aller dans un autre des fois pour un peu, tu sais, aller voir un peu les différents mondes, différentes entreprises, tout ça. Je pense que
sais, il y a des fois que tu y vas puis ça donne rien. Mais il y a des fois que tu vas rencontrer 3 personnes qui découlent vers un partenariat ou un client potentiel. Je me souviens, maintenant, on était à un événement avec, je pense que c'était la Jeune Chambre des commerces. On arrive avec une table, un souper. Je sais pas, il y a une centaine de personnes. Finalement, on était avec la table avec la présidente de la BDC, Isabelle Hudon. Fait que tu sais, comme... What's up, Isa? What's up, Isa? C'est une chance que tu sais, je peux bien y écrire sur LinkedIn ou de la rencontrer en personne, mais là, de souper avec, c'est différent. Puis à cette table-là aussi, il y avait une fille qui était en ressources humaines dans une grosse entreprise. Fait que, tu sais, ça aurait pu avoir personne d'intéressant à cette table-là, mais là, ça a donné de même. Fait qu'à force d'en faire fréquemment, baigner dans le milieu, je pense qu'il y a juste des bénéfices à la fin. Je pense aussi que, tu sais, avec la tech, comment qu'elle bouge vite, je pense que tu n'as pas le choix de rester informé. C'est qui les acteurs? Où est-ce que ça s'en va? Oui, tu peux le faire à travers l'Internet, mais je pense que d'aller à des événements, d'aller à des conférences, voir c'est où les trends s'en vont aussi, voir où est-ce que les choses, tu sais, comment que les choses évoluent, c'est qui les main actors. Je pense que c'est extrêmement important de faire un petit peu ce travail-là, sans dire que comme il faut que tu passes tout ton temps là-dedans. Je pense qu'il y a de la business à faire pareil. C'est intéressant. Je pense aussi que vous avez probablement un produit puis une offre qui peut cadrer avec justement beaucoup de grosses corporations ou de plus gros, du B2B, tu sais. Avec Snip, tu sais, j'en ai parlé, je pense, dans l'événement de lancement, mais comme nous, c'était B2D pour des développeurs. Ces développeurs-là, ils n'étaient pas dans ces événements-là souvent. Fait que nous, je pense qu'on a perdu plus de temps qu'on a gagné des retours. Mais comment vous le cadrez, je pense que ça fait du sens pour vous, tu sais. C'est ça qui est important au final. Anyway. Ça dépend, j'imagine, aussi les événements que tu vas. Tu sais, c'est sûr que, tu vois, on a parlé de Collision, on est allé récemment. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air d'un événement, je pense qu'il était beaucoup plus axé pour le tech, pour notre dev. Tu sais, notre dev, Étienne, il était là. Il a fait des rencontres pas mal plus intéressantes, j'ai l'impression, que nous. Peut-être plus dans l'événement, peut-être dans le 5 à 7 après. Ben là, on faisait des rencontres intéressantes avec plus des dirigeants d'entreprise. Mais tu sais, c'est toujours un peu du gamble. Ça se peut, tu rencontres... Mais avec le camp et l'incubation, je pense que tu as des rabais ou des fois des trucs un peu... C'est plus facile d'aller dans ces trucs-là. Fait que ça, c'en est un avantage, je pense. Exact, ouais. Moi, c'est ça, la question que je poserais à l'audience, c'est, tu sais, quand... Posez-vous toujours la question, est-ce qu'il y a une chance d'avoir un retour, d'aller dans les events, des conférences? OK. Puis, c'est quoi mon coût? C'est quoi le coût du défocus d'aller là, mettons? Si vous faites un calcul net positif, sure, man, go for it, genre, aller networker, aller, genre, apprendre, whatever. Mais si vous avez l'impression que ça pourrait être, justement, trop défocus ou comme, puis pas amener de retour, ben là, tu tombes dans le net négatif, fuck off, tu sais. Mais, non, fair enough. Az, tu postes des trucs, des fois, sur Instagram, puis moi, j'étais un gros fan, là. Az, il est compétitif, il est sportif, puis il pose des quotes, tu sais, des fois un peu genre pour se craquer, genre de motivation. Hustle and grind. Puis, c'est ça. Puis, justement, avant le pod, offline, j'avais dit, genre, la quote sur prendre mes couilles puis les mettre sur le comptoir le plus haut de la salle, tu sais. J'avais dit, t'es pas game de dire ça dans le pod. Puis il dit, of course, je vais le dire. Fait que, ça, c'est comme notre intro dans la culture un peu hustle and grind, tu sais. J'ai l'impression que sur Internet, sur les médias sociaux, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs ou d'entrepreneurs / influenceurs qui font... qui font une vie de ça, basically, de genre vendre le hustle, vendre le grind, puis qui disent des affaires genre wake up, grind, sleep, repeat, ou genre des affaires là même. Fait que j'étais comme, je voulais genre mini-challenger Az un peu de genre, ça fait quoi ce genre de contenu-là pour toi? Y a-tu une nuance? T'es-tu all-in? Genre, parle-moi un peu de cette philosophie-là, genre. Tu sais, on est dans une société de high performer. T'sais, on est toujours en train d'essayer de chercher de la grosse performance. Fait que c'est sûr et certain que tu vas en trouver beaucoup, les influenceurs qui vont essayer de te dire, bon, ben écoute, t'en fais jamais assez, tu dors trop. Je trouve ça un peu, tu sais, des fois, t'as comme un peu les deux extrêmes. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Puis moi, personnellement, comment je le vois, c'est surtout, tu sais, encore une fois, tu sais, background d'athlète, je pense que de vouloir en faire plus que le next one, de vouloir en faire plus que ton compétiteur. Puis je pense aussi le fait qu'on est en lean startup, on est fier de comme dire que crime, on l'a hustlé puis on l'a pas volé à personne. Ouais. Je pense que ce mindset-là, je l'incorpore autant dans ma vie personnelle, dans ma vie d'ex-athlète puis dans ma vie d'entrepreneur actuel. Ça amène que du
pour moi, évidemment, Exact. c'est toujours de faire attention de ne pas te brûler par les deux bouts. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ça peut être un peu weird, quasiment un peu malsain, si je peux dire ça comme ça. Ouais, mais c'est une question d'équilibre, c'est une question de nuance, puis c'est une question de l'effet que ça a sur toi aussi. Puis toi, t'es comme, man, non, je suis un athlète, je me crains dans la vie, genre. Exact. Ça, je trouve ça sick, puis j'en ai connu d'autres athlètes qui ont ce mindset-là. Moi, je suis pas de même, tu sais, pas en tout. Mais c'est le fun, justement, de t'exposer à du monde qui sont différents de toi. Puis toi, Seb, je me demandais, t'écoutes-tu des vidéos de Gary Vaynerchuk avant de te coucher la nuit? David Goggins. David Goggins. Pour vrai, zéro. Puis tu sais, j'ai comme... je pense qu'il y a du monde qui ont besoin de ça. Ouais. Puis souvent, je pense que c'est même éphémère. Ça les craint pendant Le temps d'un like, des fois. le temps d'un c'est- like ouais. ou le temps de comme... Oh oui, je m'en vais grinder, tabarouette, je m'en vais travailler. Puis est-ce qu'ils l'appliquent après ça tout le temps? Je sais pas. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, j'ai comme... Ça me rejoint moins, c'est tu sais, les Gary Vaynerchuk, ces affaires-là, Ouais. parce que j'ai pas de misère à mettre d'être focus sur Ok, quelque t'as pas besoin de chose. coup de pied dans le cul, J'ai nécessairement. pas besoin du coup de pied dans le cul. Tu sais, même en faire de l'activité physique, m'entraîner, c'est plus personnel. J'ai pas besoin de motivation externe. Ok. Il y a du monde même qui ont besoin. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont avoir besoin de publier tout le temps ce qu'ils font. Ouais. Des fois, ça peut même cacher, je pense, quelque chose en arrière de comme c'est quasiment eux qui veulent, ça leur fait une auto-motivation. Par contre, tu sais, j'adore le monde qui grind puis qui travaille fort puis qui mettent Ouais. le temps. Puis pas nécessairement qu'ils posent par rapport à ça. Ou, Ben, ou pose- qu'ils le font, mais Ouais. que les babines suivent les bottines. Exact, genre, c'est tu sais. exactement Si ça. tu dis une quote de même, j'espère que ta journée ou ta semaine, ça a été genre fucking intense puis que t'as chippé pour vrai. C'est tu sais. exactement ça. Tu sais, j'adore le monde de même, j'adore quand même cette mentalité-là, mais évidemment, il faut que tu fasses ce que tu dis. Puis j'en vois des fois du monde qui vont publier quelque chose, puis je suis comme, puis on dit je connais la personne, je suis comme non, il fait pas, il est pas de même. Je suis comme, ou tu sais, il a jamais fait de post, jamais. Puis là, tout d'un coup, il y a un post. Ça fait 4 jours de suite qu'il va courir le matin, il publie ça, tout ça. Ça, tu le vois plus jamais. Fait que je suis comme, Ouais. alright, exact. c'est inutile. Tu sais, fait que tu sais, c'était un peu mon avis là-dessus, mais tu sais, je pense qu'il y a une portion quand même de personnes que ces types de publications-là sont quand même intéressantes pour peut-être donner un petit coup de pied dans le cul des fois. Là. Mais moi, quand j'ai commencé, tu sais, je t'avais parlé que après avoir vendu Snip, j'avais investi un peu pour commencer à m'entraîner, Ouais. puis tu sais, transcender un peu certaines peurs de j'ai l'impression que j'ai tellement de blessures, je suis pété de partout, je peux rien faire. Puis j'ai eu un coach privé qui est Charles-Christophe Huet du Gym Hyperactif. Puis c'est là que j'ai comme reconnecté un peu avec, je sais pas, tu sais, des énoncés ou des phrases de genre de coups de poing un peu clichés, là, de là. genre, tu sais, Ouais. mais Chris, ça marche, tu sais. Je me rappelle, je disais à une coach là-bas, je sais pas quoi, non, moi, tu sais, le camping, je suis plus une petite fleur bleue, là. Puis Charles m'a dit, là, tabarnak, Frank, man, arrête de dire que t'es une petite fleur bleue, man. T'es une fleur carnivore, man, on mange, let's go, tu sais. Tu sais, des affaires un peu, ouais, que, genre, tu dirais ça dans un meeting SAS, puis le monde serait comme, my god, ta gueule, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'étais comme, ouais, fuck it, man, c'est vrai, man, let's go, esti, genre, pousse-le, tu sais. Fait que, ouais, il y a de quoi d'intéressant à cette énergie-là, genre, vraiment, vraiment. Where do we go from here? Vous faites du B2B, les boys. Fait que vous vendez, je sais pas s'il y a des clients que vous pouvez nommer ou pas, ou sinon dire un type de client, mettons, que vous avez, genre. Juste pour... Ouais, ben c'est sûr qu'on a un type de client. Il y a des clients qu'on a présentement. Ouais. Il y a le type de client qu'on sait où qu'on veut aller. OK. Tu sais, principalement avec les projets pilotes qu'on a faits, on le voit comment l'effet de l'application vient se faire. Tu sais. Évidemment, c'est une application qu'il faut un certain bassin d'utilisateurs pour que l'effet de communauté, l'effet d'interaction entre employés soit optimal. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de technique, mais tu sais, avec les principes de psychologie sportive qu'on a développés, quelqu'un qui est très actif va comme être comparé avec d'autres employés d'un niveau d'activité physique similaire. Ouais, c'est vrai. Évidemment, je suis dans une prise de 20 employés, puis on dit que je suis tout seul de mon palier, l'effet est nul. Fait que c'est sûr qu'on va approcher, puis on s'enligne vers des entreprises qui ont peut-être un minimum de peut-être 50, 100 employés. Super. Puis en ce moment, notre target est vraiment du 100 à 250 parce Ok, que c'est un sweet. petit peu plus facile à approcher, plus facile aussi à intégrer. Ils ont les Et- budgets aussi, on sait le dire. Ils ont les C'est- budgets. C'est sûr qu'on garde la porte ouverte pour des grandes entreprises
il y en a une qui est rentrée récemment, tu sais, que c'est des 1000 employés, mais c'est pas des entreprises qu'on va mettre le gros focus tout de suite, c'est des années de travail, tu sais, à moins d'une loc, là. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas mal notre focus en ce moment, puis où que l'application puis le produit vient faire son effet, c'est des entreprises que le monde sont majoritairement assis ou en télétravail, travail de bureau, tu sais. Tu sais, sur papier, on va dire une entreprise, je sais pas moi, avec des employés d'usine ou de production, sur papier, ce monde-là, sont très actifs, ils marchent toute la journée. Fait que, tu sais, notre application n'est pas nécessairement vers cet objectif-là. Oui, elle a un effet intéressant sur que la personne peut aller faire de l'activité physique après bouger. Mais le diff, le delta de résultat, il est bien plus gros, justement, dans Ouais, des bureaux. puis dans du monde de bureau, ben là, on est capable de comparer un bassin d'utilisateurs qui, évidemment, ils ont la même réalité de travail. Fait que ça devient intéressant à faire des défis sportifs, des choses comme ça. Tu fais un défi entre le monde d'usine puis le monde de bureau, puis un défi de pas. On s'entend que c'est assez... Se faire casser la gueule, mon Tu bureau. te fais casser la gueule au bureau, tu sais. Fait que c'est même pas le fun. Ouais. Fait que, évidemment, c'est vers la niche qu'on s'en va. On travaille principalement avec des entreprises au Québec présentement, mais qui ont des employés soit partout au Canada ou partout dans le monde. Ce qui veut dire que là, ce qui est intéressant, versus quand on était dans le service, il n'y a plus de barrière physique. On est capable d'aller chercher des employés n'importe où dans le monde puis avoir un impact sur eux. Fait qu'on voit vraiment aussi le potentiel de ce produit-là. Là. Puis votre acquisition, elle fonctionne un peu comment, genre? Notre acquisition, pour vrai, il y a plusieurs façons qu'on le fait. La vente directe, j'imagine? Je dirais que la vente directe, c'est sûr qu'on est très fort sur LinkedIn, mais c'est toujours comment qu'on vient amener les entreprises à comprendre le produit rapidement et avoir les bénéfices. Parce que, veut pas, on est dans un contexte économique un peu tight. Les entreprises ils voient un logiciel comme le nôtre comme peut-être un peu plus un luxe à embarquer, mais on le vire vraiment comme un investissement. Fait que l'entreprise, dès qu'il comprend que, écoute, on se base sur des benchmarks qui sont sérieux, oui, c'est un tool qui peut être le fun, mais qui fonctionne réellement. Là, quand il voit la valeur, c'est sûr qu'il embarque. Sinon, nous, ce qu'on vient faire, c'est que nous, on fait pas de freemium ou un essai 7 jours. Nous, ce qu'on crée, c'est une suite d'événements que les entreprises peuvent entrer gratuitement. Évidemment, on vient les convertir par la suite. Fait qu'on vient créer ce FOMO effect-là. On crée des événements clés qui sont tous distincts l'une de l'autre. On met un gros contexte autour. Le monde, ils ont tendance à vouloir embarquer parce que c'est souvent des défis interentreprises. Souvent, les entreprises, ils veulent compete entre eux autres. Surtout quand ils sont dans le même secteur. Ils disent, crime, moi, je suis plus actif que toi, etc. Puis souvent, c'est ça qu'on remarque, des entreprises clientes deviennent nous-mêmes nos propres leads. Fait que souvent, tu as une entreprise cliente, hey, t'as-tu quelqu'un dans ton secteur, un fournisseur, un compétiteur, peu importe, que t'aimerais challenger? Puis écoute, man, ben oui, je peux partager mon défi, ça, c'est sick. Fait que, ça nous permet d'acquérir rapidement d'autres entreprises. Puis après ça, à travers nos événements, ben, on en convertit comme client payant par la suite. Ces événements-là sont gratuits, c'est ça? Ben, en fait, on est vraiment encore dans un système de validation. Fait que présentement, une stratégie qu'on met en place, c'est que pour une entreprise, comme elle se disait, je peux pas faire tester une semaine à la plateforme gratuite comme un classique SaaS. Il y a rien dans la plateforme, s'il n'y a pas de contexte puis il n'y a pas de monde. Fait que, on vient vraiment proposer à une entreprise qui est intéressée par l'app d'intégrer un de nos événements annuels gratuitement pour qu'ils voient, puis l'intégrer gratuitement pour nous, évidemment, c'est un petit gamble, mais on est dans un SaaS, fait qu'il n'y a pas d'énormes coûts. On a comme un peu le luxe de ça. Puis les événements qu'on vient proposer, vu qu'il y a un contexte, le niveau d'engagement, le niveau de participation, puis l'effet généré par cet événement-là est comme monstre. Fait qu'après ça, ben c'est pas mal plus facile pour nous de convertir ou de proposer accès annuellement à l'application pour le client. Puis peut-être versus si on avait donné un essai d'1 mois puis on leur met un petit défi juste à eux. Tu sais, comme j'en parlais, un classique défi de faire des pas entre collègues. S'il n'y a pas de contexte, ça peut être assez plate, merci. Tu sais. Mais mis dans un contexte avec des récompenses, là, on est capable de faire de quoi contre d'autres entreprises aussi. Contre d'autres entreprises, tu sais, on a une fonctionnalité de défi inter-entreprise qu'on est venu tester, puis c'était une course virtuelle. Fait que c'était sur une map qu'on a faite avec une illustratrice qui est très chère. Puis comment ça fonctionnait? Ben, c'était que les kilomètres générés par tous les employés généraient une moyenne de kilomètres par employé pour l'entreprise. Puis c'était ça qui positionnait l'entreprise. Fait que là, tu avais des entreprises, autant de 500 employés qui compétitionnaient contre des entreprises de 50 employés. Puis ça faisait une dynamique super intéressante. Puis ce qui était le fun, ben, avec la connectivité, ben, la personne, l'employé qui avait son cellulaire dans ses poches, se levait un petit peu plus souvent dans le jour,
faisais des pas, faisais des kilomètres, ça générait automatiquement. J'avais pas besoin de toujours rentrer ce que je faisais manuellement. J'étais allé courir, tout ça. Fait qu'évidemment, ce volet-là a fait que les taux d'engagement ont monté dans les entreprises. L'entreprise n'est pas habituée d'avoir autant de taux d'engagement pour ces types d'initiatives-là. On parle généralement, c'est du 15-20% de l'entreprise qui embarque dans des trucs de défis sportifs. Puis avec des entreprises, on a été capable de générer des taux d'engagement de 85% sur ces entreprises de centaines d'employés et plus. Fait que là, ils ont comme fait que, oh, crème, ça marche. Fait que après ça, évidemment, c'est plus facile à convertir. Fait que c'est une stratégie qu'on met en place présentement qui, selon nous, je pense qu'elle est la bonne. Puis ça, c'est outre toute l'approche, LinkedIn peut-être direct, peut-être aussi dans les événements, tout ça, le PR qu'on va aller faire avec d'autres clients. Là, mais... Ce que je trouvais cool, justement, quand on parlait un peu offline, c'est que c'est basically votre contenu marketing, c'est votre lead magnet, entre guillemets. Au top de votre funnel, c'est ces beaux événements bien brandés là, qui enclenchent des principes psychologiques aussi de « Ah, mon compétiteur, mon collègue est là-dedans, fait ça, moi aussi, je veux fear of missing out, tout ça. » Puis après ça, vous funnelez ça dans un cycle de vente un peu plus tight, j'imagine, tu sais. Je trouve ça très cool, man. Exact. Puis, tu sais, comment ils sont placés, ces événements-là, c'est toujours justement ce cycle de vente-là. On s'entend, on est en B2B. Fait que le cycle de vente est un peu plus long. Fait qu'on s'assure de les placer de façon stratégique. Sachant qu'une entreprise qui l'essaye, je sais pas, moi, je fais un essai à 7 jours. Ça veut pas dire qu'après 7 jours, on close le deal. Fait que de faire des événements, puis après ça, le next one, tu peux pas le manquer non plus. D'ici le next one, il y a comme un gap d'1 mois et demi, 2 mois qui fait en sorte que, regarde, all right, man, on signe, puis on peut participer. Expliquez, s'il vous plaît, pourquoi vous les brandez pas Propulsion nécessairement? Puis pourquoi vous leur faites un branding? Tu parles des événements? Ouais. Sont pas brandés Propulsion, évidemment, sont sur le site. Fait que, c'est une extension, mais on veut amener des contextes. J'en parlais un petit peu, mais tu sais, un défi là, de pas c'est plate s'il n'y a pas de contexte. Fait qu'on voulait vraiment créer un design unique, une expérience, puis quelque chose que le monde soit capable de peut-être faire une corrélation. Tu sais, tu vois, celui qu'on va tester en août, c'est le Stepfest. Fait que le Festipa, ouais, j'aime mieux le dire en anglais. Mais c'est vraiment dans un branding, dans un vibe de festival d'été, que le monde, juste en faisant des pas, peuvent gagner genre des glacières Yeti, des paddleboards, des choses comme ça avec des partenaires. Fait que là, c'est comme crème. J'ai quand même le goût de juste aller marcher un petit peu plus cette journée-là. Puis à force de faire ces événements-là, évidemment, le monde, on est capable de mesurer puis de montrer à l'entreprise qu'on a un impact sur leur niveau d'activité physique. Puis après ça, là, on va avoir d'autres événements, évidemment, qu'on va nous découler. On a un, c'est la course corpo, fait de corpo race en anglais. Puis là, c'est vraiment la compétition inter-entreprise. On le fait printemps-automne. On a quand même je te dirais, une grande vision puis des grands objectifs de cet événement-là pour qu'il y ait un impact. Puis, tu sais, on a fait les entreprises qui ont gagné le top 3, on est allé leur porter des genres de bannières brandées. Let's go! Puis, genre, ils n'ont même pas payé, ils s'attendaient à rien de ça. Puis, ça crée justement un peu soit le FOMO ou le genre pour les autres entreprises comme j'aveux cette petite bannière-là pour comme montrer qu'on est n'importe quelle certification, des B Corp, etc. Tu sais, c'est des belles réussites pour les entreprises. Fait qu'on voit qu'il y a comme un peu cet intérêt-là de comme OK, on se reprend l'année prochaine, puis on va mobiliser le plus d'employés pour embarquer, puis on va se donner. Ils font tout pour pouvoir être acceptés, entre guillemets, dans ces events. C'est hot, ça tire vraiment sur des cordes psychologiques de genre... parce que les mots, les termes m'échappent, mais tu veux, mettons, comment dire, compétitionner, tu veux te démarquer, tu veux avoir le prix, tu sais, ça a été imbriqué dans notre société, notre sport quand on était flow, l'école, même la job. Après, tu sais, cette notion-là un peu de méritocratie ou de gagner, genre, tu sais, c'est hot parce que ça fait avec vos profils aussi. Vous étiez de même, vous, dans votre vie, plus d'athlètes et de sportifs. Je trouve ça malade. Si j'avais un gros bouton vert, les gars, je dirais j'investis. Go. Qu'est-ce qui... juste pour ouvrir un peu sur votre industrie, man, j'ai comme l'impression... Parce que j'ai été exposé un petit peu à tout ce qui est health tech ou fitness tech, comme espèce de grosse verticale, disons. Là. Y a-t-il des business là-dedans ou des produits là-dedans qui vous inspirent? Puis vous avez juste vos thoughts sur cette verticale-là là, dans laquelle vous vous trouvez un petit peu. Là, t'sais. Je dirais que on est dans un marché qui se croise autant dans tout ce qui est health tech, wellness,
le B2B market puis le HR tech. Nous, on se considère vraiment comme un outil RH qui vient augmenter le niveau d'activité de nos users. Fait que c'est sûr, c'est une industrie qui est très compétitive dans le sens qu'il va y avoir beaucoup d'offres. Il va y avoir des compétiteurs qui vont toucher, par exemple, à des modèles 360. Fait que, ils vont offrir une app, faire du sport, mais ils vont offrir aussi de la télémédecine, ils vont offrir d'autres affaires. Fait que c'est des grosses baleines qui se promènent là-dedans, puis ça marche souvent par acquisition. Fait que, un des exemples, je sais pas si je peux name drop. Tu name drop autant que tu veux. Dialogue. Fait que les autres, ils font des grosses acquisitions, puis ils vont aller en dehors du Canada, puis c'est des grosses entreprises comme ça. Puis veulent pas, sont quand même bien installés dans le milieu corporatif. Évidemment, on voit que, comme Sébastien mentionnait un peu plus tôt, des taux d'engagement qui sont bas, soit tu as ça dans ton entreprise, tu n'avais aucune espèce d'idée. Ton entreprise, ils spendent des millions et des millions de dollars pour avoir ça. Évidemment, est-ce que ça marche réellement? On s'en fout un peu, mais puisqu'on l'offre, on est un employeur de choix. Fait que, comment qu'on se positionne, c'est vraiment d'amener un outil qui est vraiment cool, qui est vraiment développé pour le user. Fait que, le user, lui, expérience que comme, écoute, man, je pourrais l'avoir même si c'était pas dans mon entreprise. Puis notre but, c'est que, mettons que tu changes de business puis que tu avais l'app, man, la prochaine business, si tu l'as pas, tu demandes à ton boss, man, on peut-tu l'avoir, ce tool-là? Fait que c'était un peu... Agendrix faisait ça aussi. By the way, là, générer la demande bottom-up. Les employés switchent de place et sont comme, hey, pour gérer l'horaire, sérieux, on devrait prendre Agendrix, j'avais ça ailleurs. Nice. Exact. Puis pour faire le pont sur tout ce qui est fit tech, etc. On a parlé un peu le pivot qu'on a fait. Évidemment, au début, dans les validations, on avait comme un volet un peu plus comme on vient entraîner la personne ou l'inciter à bouger via soit des vidéos en ligne. Évidemment, si on était allé vers là, on reste un peu en compétition contre des Peloton, des Apple Fitness, qui est un marché tellement saturé. Puis on est vraiment venu plus se positionner comme un genre de hub qui vient plus chercher la donnée de l'activité physique de l'utilisateur, puis peu importe comment elle fait. Fait que est-ce que je suis connecté avec ma Garmin, mon Apple Watch dans l'app, puis je fais du vélo, n'importe quoi, on s'en fout qu'est-ce que tu fais comme activité physique, on vient chercher le data, puis nous, on génère un genre de active score pour chaque utilisateur. Puis après ça, tu sais que le marché des fit tech ou health tech explose, c'est juste bon pour nous. Parce que ça donne plus d'options à l'utilisateur pour bouger, être actif. Exact. Il y a du monde là, qui vont triper sur les vidéos en ligne. Il y en a d'autres, ça leur parle pas en tout. Il y en a que c'est d'aller faire de la course, même pas entre collègues. Il y en a d'autres que c'est entre collègues. Fait que, il y a tellement de variations. Fait que si on vient plus avec l'entreprise inciter une façon, genre des vidéos de yoga en ligne, on perd le 90% de l'entreprise. Fait que là, la personne fait ce qu'elle veut, bouge comme elle veut, puis on est compatible avec pas mal toutes les montres d'activité physique sur les autres applications. Fait que tout ce que tu fais comme activité, puis maintenant, le monde sont beaucoup connectés, il vient synchroniser automatiquement dans notre app. Fait qu'on est plus ce positionnement-là comme un outil quasiment de gestion d'activité physique. Puis si l'entreprise veut mettre d'autres choses en place, c'est compatible. Si je veux mettre, une entreprise veut mettre des cours de groupe en personne sur place, ça va juste générer plus de data puis d'activité physique dans notre app. C'est ça que je trouve malade. Puis c'est ça que je veux que le monde, un des takeaways que le monde écoute, que je veux qu'il y ait, c'est, tu sais, mettons, t'es user-centric, puis tu penses à comment tu peux faire l'expérience la plus smooth possible, avec le moins de friction possible. Vous, j'ai l'impression que le point de friction, c'est genre, une fois que tu as fait ta vente, les gens ont RH, exec, qui ont accepté. Ils font un mass mailing, ils font un email, un DM, je sais pas, ils disent « Hey, ça, on a ça disponible. » Puis, by the way, il y a un événement lié à ça, tu sais. C'est pas juste genre « Ah, vous irez checker quand vous avez le temps. » Non, il y a de quoi de cool, puis il y a d'autres compagnies. Puis, une fois que, mettons, pour le user individuel, une fois que sur sa montre, son device, whatever, il y a eu une autorisation quelconque de genre permettre la propulsion, j'imagine, de traquer tes données. Exact. Ça se passe dans le flow, ça? Exactement. Okay. Une fois que ça, c'est fait, on s'entend, c'est un mini point de friction. N'importe quelle app qu'on download, on dit tout le temps oui ou genre ça pop tout le temps. Après, la personne n'a rien à faire. Puis, t'as pas à y dire rentre tes calories, rentre le sport que t'as fait, va faire de quoi que t'es pas habitué de faire. Non, fais ce que tu fais déjà. T'as aucune friction. Puis après, moi, je vais te popper des trucs de « Hey, voici t'es où à peu près, mettons, dans le percentile d'activité physique dans votre compagnie. » Fait que le fait que ce soit comme seamless comme ça, je trouve ça malade. Puis vous en avez parlé un peu offline, mais vous allez collecter tellement de data aussi qu'après ça, vous pouvez faire un play de data qui est comme on peut mettre des benchmarks, on peut mettre genre des
Pour les RH, tu peux voir, tu sais, OK, comment le monde sont actifs. Ça se compare comment dans mon industrie, dans le fond? Par vertical, par genre compétiteur direct, je sais pas. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est comme un cheval de Troie, tu sais, qui rentre, puis qu'après ça, il y a plein d'autres affaires qui peuvent se libérer dans l'entreprise. Excellent point. Pour vrai, on va chercher plus de 70 000 points de données par user par jour. Fait que c'est énormément de data. Ouais. Puis, tu sais, ça nous permet justement de faire parler de la donnée. Oui, on va chercher des pas, des minutes actives, des mouvements. Puis, tu sais, ça nous permet justement de faire parler de la donnée, capable de savoir même, écoute, man, c'est combien de carbone que tu n'as pas justement émis dans l'atmosphère parce que justement, tu t'es déplacé à vélo au lieu de prendre ton char. Fait que, tu sais, on est capable de faire parler du data, puis au final, c'est un peu ça qu'on fait. T'sais, on collecte des data d'activité, on la projette d'une façon qui est le fun, que le monde se dise, crime, c'est cool, man, j'ai un petit avatar que je peux faire. Je me compare avec mon équipe de dev. On se fait toute une équipe de cheveux blancs, fuck that, puis on pète l'équipe marketing. Fait que, tu sais, ça vient d'amener un côté vraiment cool dans une entreprise. Puis un peu cette synergie puis de cohésion-là qu'ils ont perdu là, dans les dernières années. Le monde est comme un peu déconnecté de sa business. Je pense que c'est ça que ça permet de faire. Puis les boys, vous voyez où, vous, dans 5 ans, puis Propulsion dans 5 ans? Seb? On n'est pas... je suis quelqu'un qui a de la misère à se projeter trop long terme parce que même il y a 1 an, je me serais projeté cette année, je sais pas si j'aurais pu dire... T'aurais pas hit the target. C'est ça, tu sais, fait que c'est difficile de se projeter. Par contre, évidemment, je pense qu'on a une vision quand même court, mais très long terme du produit, de l'application qu'on veut l'amener. C'est un produit qui est peu connu ici au Québec, ici au Canada. Évidemment, les autres entreprises qui ont en place, c'est souvent plus des produits connexes ou indirects, là, genre des plateformes de vidéo en ligne, des choses comme ça. C'est un marché qui est beaucoup développé en Europe. Nos compétiteurs directs, c'est beaucoup en Europe puis aux États-Unis. Fait que, tu sais, dans 5 ans, je vais t'avouer qu'au niveau du produit, on a une belle vision d'aller chercher des grosses parts de marché Québec, Canada, puis commencer à aller vers les États-Unis, qui est quand même un marché similaire de notre côté pour les HR. Puis personnellement, tu sais, c'est sûr qu'on veut amener l'entreprise à un autre niveau. On veut, tu sais, on a parlé de financement, de venture cap, etc. Je suis fermé à rien, tu sais, je suis ouvert à tout. Évidemment, il y a un coût à tout. En ce moment, on a un beau luxe de comme avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait. Est-ce qu'à un moment donné, on est encore aussi en validation de Product Market Fit. On l'a trouvé. Est-ce qu'il est à 100%? Je pense pas. On a encore du travail à faire de ce côté-là. Une fois qu'il est fait puis que le bateau est seté, peut-être là, ça pourrait être une bonne idée de comme aller chercher de l'investissement. Il faut vraiment faire accélérer la patente. Fait que je suis comme ouvert un petit peu à tout dans les prochaines années. Puis je pense qu'on a un très beau produit entre les mains. On a une belle traction. Puis notre gros challenge en ce moment, c'est beaucoup de le faire connaître. C'est pas connu nécessairement. Exact. Cool, man. Moi, perso, pour vrai, continuer à faire du sport, man, continuer à poster des quotes pour sur un grind. Non, pour vrai, de rester actif, ça, c'est sûr et certain. On parle beaucoup de longévité. C'est un peu de vivre ce qu'on dit. Moi, je suis un gars qui est de même. Je vais vivre ce que je dis. Puis, veux pas, rester actif, prendre soin de mes filles, ça, c'est une chose. Si on regarde côté business, c'est sûr, on a développé de quoi qui est cool. Je pense que la tech en arrière, de quoi qui est en mesure de venir collecter autant de points de données, plein de devices, des choses comme ça, puis l'uniformiser, le standardiser, ça nous permet de pouvoir développer d'autres verticales. On va en B2B. Est-ce qu'un jour, une version plus kids vendue à des écoles, ça peut être intéressant? Il y a comme d'autres facettes qu'on peut amener dans ce business-là qui, au final, nous limitent pas, au contraire. The future is bright, messieurs. Est-ce qu'on finit? Avez-vous des shameless plugs? Si, mettons, on veut te parler, Seb, ou checker ce que tu fais, on va où? Principalement sur LinkedIn, niveau affaires. Parfait. Sinon, mon texto... Non. Mon numéro, c'est... Mike Jones. On est quand même très actif, évidemment, à LinkedIn. On essaie d'amener peut-être un volet un peu moins classique corpo. Là. Des fois, c'est un peu laid et gris. Mais je te dirais qu'au niveau développement des affaires, c'est pas mal la plateforme la plus facile pour moi de me rejoindre. Si on veut voir tes inspiring quotes, on va sur le gram? Ou? Écoute, tu peux aller sur le gram. J'essaie pas de devenir un influenceur gram. Fait que LinkedIn encore, pour vrai, on fait dans du corpo, B2B, LinkedIn. Toujours tough à trouver, parce que j'ai comme le nom le plus spécial du monde.
Hey, il va être dans les show notes, man. Ouais, Bien man. écrit avec un link. Pour vrai, ça a toujours été un point difficile parce que je me dis, crime, je suis mieux de pas faire des trucs fucked up parce que c'est sûr qu'ils vont savoir c'est qui. mais non. C'est pas Simon Tremblay. Ouais, c'est ça. Mais non, LinkedIn, c'est sûr. Puis je pense que c'est pas mal le spot qu'on peut nous trouver. Sinon, Sweet. écoute, je vais sûrement être en train de courir quelque part dans un parc. Exact. À faire le Festipa, man. faire le Yes, festival. t'as J'ai fait, hâte c'en à est ça. vous. Les gars, merci tellement d'être venus. C'était vraiment le fun de vous parler. Nice, Vraiment merci de cool. l'invitation. Alright, cheers. You sold your soul. C'est gratis pour le downloader. Trop de hits, savent même plus ce qu'elle fait dans